Bonjour tout le monde, poursuivons la conquête des composants en continuant la playlist fiches composants. Aujourd'hui, nous allons voir un autre élément composant le CD 4017. Et oui, je sais, nous n'avons pas encore terminé avec ce fameux CD 4017. Reprenons le diagramme interne de ce circuit intégré devant nos yeux. Nous pouvons observer une porte OR, soit OU en français. Cette porte est la fonction logique principale de certains circuits intégrés comme, par exemple, le CD 4071. C'est celui-ci que nous allons découvrir dans cette vidéo. Le CD 4071 est un circuit intégré contenant 4 portes OR, autrement dit portes OU. Elles ont chacune 2 entrées et une sortie. Il est de technologie CMOS et possède 14 broches. Si vous préférez utiliser des circuits intégrés de technologie TTL, sachez que le 7432 possède le même nombre de portes OU et le même nombre de broches. Il faut cependant faire bien attention au brochage de celui-ci ainsi qu'à la tension d'alimentation. Ces informations, vous les trouverez dans la documentation technique du constructeur du composant. La tension d'alimentation du CD 4071 est comprise entre 3 volts et 18 volts. Ces sorties peuvent débiter une intensité maximale de 2,6 mA sous une tension d'alimentation de 10 volts. Cependant, là aussi, je vous conseille de consulter la documentation technique du constructeur de votre CD 4071. Comme avec le CD 4081, ce circuit intégré permet d'activer d'autres circuits sous certaines conditions que nous verrons plus loin. Voyons voir la description des broches. Les broches 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12 et 13 sont les broches d'entrée. La tension minimum pouvant activer ces broches est de 7 volts pour une tension d'alimentation de 10 volts. Les broches 3, 4, 10 et 11 sont les broches de sortie. La broche 7, GND, elle correspond à la broche négative, soit le moins de l'alimentation, ou à la masse. Enfin, la broche 14, VDD. Elle correspond à la broche d'alimentation positive comprise entre plus 3 volts et plus 15 volts. Je me répète, mais voir la documentation technique du constructeur de votre CD 4071. En observant le diagramme interne du CD 4071, on peut distinguer les éléments suivants. On y retrouve 12 transistors MOSFET dont 6 de canal P et 6 de canal N, 4 diodes et une résistance. Concernant le fonctionnement d'une porte OU et comme pour toutes les portes logiques, nous pouvons observer sa table de vérité. Concernant les portes OU du CD 4071, elles ont 2 entrées et une sortie. Comme dans la vidéo précédente, appelons les entrées par exemple par les lettres A et B et la sortie par la lettre S. À l'aide de ce tableau, nous observons que pour que la sortie S soit placée à un niveau logique haut soit A, il faut qu'au moins une des entrées, soit A ou B, le soit également. De même, si toutes les entrées sont placées à l'état logique haut, la sortie l'est également. Ainsi que si toutes les entrées sont placées à l'état logique bas soit 0, la sortie l'est également. Observons le schéma de principe incluant le CD 4071, dont on utilise une seule de ces portes. Un appui sur le bouton poussoir S1 applique sur l'entrée 1, qui est la broche 1, un niveau logique haut. Aussi, la LED 1 est allumée, témoignant que l'entrée 1 est activée. La sortie, broche 3, bascule à un niveau logique haut, car une des 2 entrées est placée à un niveau logique haut. Un appui sur le bouton poussoir S2 applique sur l'entrée 2, soit la broche 2, un niveau logique haut. La LED 2 est allumée, témoignant que l'entrée 2 est activée. La sortie, broche 3, bascule également à un niveau logique haut,
car une des deux entrées est placée à un niveau logique haut. Un appui sur les boutons poussoirs S1 et S2 implique sur les entrées 1 et 2, soit les broches 1 et 2, un niveau logique haut. La sortie broche 3 bascule à un niveau logique haut pour les mêmes raisons que précédemment. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de circuit intégré incluant des portes OU, voici le schéma de principe de la version à transistor. Dans ce montage, lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir S1, la LED 1 s'allume, témoignant que la base du transistor Q1 est soumise à un état logique haut par l'intermédiaire de la résistance R3 de 150 kΩ. L'intensité circule au travers de sa jonction collecteur-émetteur, permettant à la LED verte de s'allumer. Quand on appuie sur le bouton poussoir S2, la LED 2 s'allume, témoignant que la base du transistor Q2 est soumise à un état logique haut par l'intermédiaire de la résistance R4 de 150 kΩ. Là aussi, l'intensité circule au travers de sa jonction collecteur-émetteur, permettant à la LED verte de s'allumer. En appuyant sur les deux boutons poussoirs, la base des deux transistors est placée à un état logique haut, ce qui permet également l'allumage de la LED verte. Après avoir vu les schémas de principe, voici les schémas d'implantation. Commençons avec le circuit utilisant le CD4071. On peut remarquer les trois condensateurs. Deux sont utilisés pour filtrer les rebonds des boutons poussoirs et le troisième pour filtrer les signaux parasites en découplant l'alimentation du circuit intégré. Comme à chaque fois, j'utilise des fils de couleurs différentes. Ainsi, le rouge correspond à la tension d'alimentation, le noir à la masse et les couleurs bleu, jaune et verte servent de liaison entre chaque élément du circuit. Observons à présent le schéma d'implantation de la version à transistor. Ici, les deux condensateurs servent d'anti-rebond au bouton poussoir. Les transistors sont de type NPN et sont des BC547B. Comme pour la version avec le CD4071, les fils rouges correspondent à la tension d'alimentation, le noir à la masse et les autres couleurs servent de liaison entre les composants du circuit. Voyons le CD4071 mis en pratique sur une platine d'expérimentation. Sur la breadboard, nous retrouvons notre CD4071, notre condensateur de découplage, nos condensateurs de filtrage anti-rebond des boutons poussoirs, nos boutons poussoirs, nos résistances de tirage vers la masse au niveau des broches 1 et 2 du CD4071, ainsi que nos LED et leurs résistances de limitation. Lors de la mise sous tension, nous observons que les LED bleues représentant les entrées sont éteintes et la LED verte représentant la sortie l'est également. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir de gauche, la LED bleue de gauche s'allume. On aperçoit que la LED verte s'allume également. Quand on relâche le bouton poussoir, les LED s'éteignent. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir de droite, la LED bleue de droite s'allume. Là aussi, on voit que la LED verte s'éclaire. Quand on relâche le bouton poussoir, les LED s'éteignent. Lorsqu'on appuie sur les deux boutons poussoirs, les deux LED bleus s'allument. Aussi, nous observons que la LED verte représentant la sortie est également allumée. À présent, voyons le schéma de la version à transistor mise en pratique sur une platine d'expérimentation. Sur la breadboard, nous retrouvons nos transistors, nos condensateurs anti-rebond des boutons poussoirs, nos boutons poussoirs, nos résistances de base des transistors, nos résistances de limitation des LED, ainsi que nos LED. Lors de la mise sous tension, toutes les LED sont éteintes. Les LED bleues témoignent que la base des transistors est placée à l'état logique haut et la LED verte représente la sortie. Actuellement, la base des transistors et la sortie sont placées à un niveau logique bas. Quand on enfonce le bouton poussoir de gauche, la LED bleue de gauche s'allume. La LED verte est également allumée car la base du transistor de gauche est placée à un niveau logique haut. Dès qu'on relâche le bouton poussoir,
les lettres prennent leur état initial. Quand on enfonce le bouton poussoir de droite, la LED bleue de droite s'allume. La LED verte est également allumée car la base du transistor de droite est placée à un niveau logique haut. Dès qu'on relâche le bouton poussoir, les lettres prennent leur état initial. Quand on enfonce les deux boutons poussoirs, les LED bleues de gauche et de droite s'allument. La LED verte l'est également car la base d'au moins un transistor est placée à un niveau logique haut. À présent, utilisons l'oscilloscope afin d'observer les signaux présents dans ce circuit. Commençons avec le circuit utilisant le CD4071. Je relèverai d'abord le signal d'une entrée, broche 1 dans cet exemple, et de la sortie, broche 3. Ensuite, je relèverai le signal de l'autre entrée, broche 2 dans cet exemple, et celui de la sortie. Débutons par relier le commun des deux sondes, qui est le fil noir, à la masse. Relions une sonde pour relever le signal au niveau de la première entrée, qui est la broche 2, et sera le signal bleu. Ensuite, on relie une autre sonde pour relever le signal de sortie, qui sera le signal jaune au niveau de la broche 3. Découvrons ensemble les signaux affichés à l'oscilloscope. Nous pouvons observer que, lorsque le circuit est sous tension, la broche 1 qui est l'entrée est représentée par le signal bleu est à l'état bas. La broche 3 qui est la sortie est représentée par le signal jaune est également à l'état bas. Lorsqu'on enfonce le bouton poussoir de gauche, on place la broche 1 du CD4071 à un niveau haut. On remarque que la broche 3 bascule également à l'état haut. Quand on relâche le bouton poussoir, les broches 1 et 3 se replacent à un niveau bas. Voyons voir la forme des signaux entre les broches 2 et 3 du CD4071. Afin de relever les signaux entre ces broches, il suffit de déplacer la sonde bleue de la broche 1 vers la broche 2. Observons les signaux affichés à l'oscilloscope. Nous pouvons observer que l'illustration est identique à la précédente. En effet, lorsque le circuit est sous tension, la broche 2 qui est l'entrée, représentée par le signal bleu, est à l'état bas. La broche 3 qui est la sortie, représentée par le signal jaune, est également à l'état bas. Lorsqu'on enfonce le bouton poussoir de droite, on place la broche 2 du CD4071 à un niveau haut. La broche 3 bascule également à l'état haut. Quand on relâche le bouton poussoir, on replace les broches 2 et 3 à l'état bas. Je ne relèverai pas les signaux lorsque les deux entrées sont placées à l'état haut car aucun changement par rapport à précédemment ne se produit au niveau de la sortie. Voyons à présent la forme des signaux parcourant le circuit à transistor. Je relèverai premièrement les signaux entre le poussoir de gauche et l'émetteur du transistor de droite et deuxièmement, je relèverai les signaux entre le poussoir de droite et l'émetteur du transistor de droite. Petite précision, on peut relever le signal sur l'émetteur de n'importe quel transistor car ces broches sont reliées ensemble. Je connecte la sonde sur l'émetteur du transistor de droite car c'est là que la LED verte est reliée. Comme précédemment, on commence par relier le commun des deux sondes à la masse. J'utilise une sonde pour relever le signal d'entrée au niveau du bouton poussoir de gauche qui est le signal bleu, et une sonde pour relever le signal de sortie au niveau de l'émetteur du transistor de gauche qui est le signal jaune. Analysons les signaux affichés à l'oscilloscope. Lorsqu'on place le circuit sous tension, nous apercevons que les signaux jaunes et bleus sont placés à un niveau logique bas. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir de gauche, représenté par le signal bleu, on place la base du transistor de gauche à un niveau logique haut. On remarque également que le signal jaune, représentant l'émetteur du transistor de droite, bascule à l'état haut. Lorsqu'on relâche ce bouton poussoir, la base du transistor de gauche et l'émetteur de celui de droite sont de retour placés à l'état bas. Relevons à présent les signaux présents au niveau du bouton poussoir de droite et l'émetteur du transistor de droite.
Pour ce faire, on déplace juste la sonde bleue du bouton poussoir de gauche vers le bouton poussoir de droite. Voyons ce qui est affiché à l'oscilloscope. Nous pouvons observer que l'illustration est identique à la précédente. En effet, lorsque le circuit est sous tension, la base du transistor de droite, représentée par le signal bleu, est à l'état bas. L'émetteur de ce transistor, qui est la sortie, représenté par le signal jaune, est également à l'état bas. Lorsqu'on enfonce le bouton poussoir de droite, on place la base du transistor de droite à un niveau haut. L'émetteur de ce transistor bascule également à l'état haut. Quand on relâche le bouton poussoir, on replace la base et l'émetteur du transistor de droite à l'état bas. Là aussi, je ne relèverai pas les signaux lorsque les deux entrées sont placées à l'état haut car aucun changement par rapport à précédemment ne se produit au niveau de la sortie. Cette vidéo touche à sa fin. Dans celle-ci, nous avons découvert la porte OU dans un circuit spécifique utilisant le CD4071 ainsi que dans un circuit utilisant des transistors. Nous avons pu constater, par le biais de divers supports tels que table de vérité, schéma de principe, essais pratiques et l'oscilloscope, que la sortie de cette porte est active lorsqu'une des deux entrées l'est également. Dans la prochaine vidéo, nous verrons un autre élément constituant le CD4017. Oui, je sais, ce circuit intégré ne nous lâche pas la grappe, mais je trouve utile de le connaître de façon plus approfondie. Si vous ne voulez pas rater la sortie de cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et me faire part de votre satisfaction dans les commentaires. Dans la description se trouvent les sources ainsi que le lien Google Drive permettant d'accéder au schéma ainsi qu'au script de cette vidéo. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Electronic. Bye!